On vous a déjà dit que les transports représentent 80% du bilan carbone du sport. Qu'en Ligue 1, un match de foot génère en moyenne 10 tonnes de déchets. Et que l'arrosage des terrains de golf consomme 9,5 milliards de litres d'eau par jour, ce que boit l'humanité en 24 heures. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Une activité sportive plus durable, c'est possible à condition que les professionnels et les amateurs changent leurs habitudes. Mais tout le monde n'y est pas prêt. Dans le foot, par exemple, 8 déplacements sur 10 en Ligue 1 se font en avion. On est donc loin du char à voile sur lequel ironisait Christophe Galtier, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain. Certains clubs ont pourtant amorcé une politique des petits pas. C'est le cas de Loup Rugby, une équipe du top 14 basée à Lyon. C'est jour de match au Matmut Stadium de Gerland. 15 000 personnes viennent assister à la rencontre de Loup Rugby, l'équipe locale, contre Bayonne. Le métro arrive au pied du stade, mais beaucoup viennent encore en voiture. Les gens qui viennent nous voir leurs déplacements, ça représente 90% de nos déplacements. Donc ça, c'est évidemment un des enjeux. 4 ans déjà que Loup Rugby fait son bilan carbone. Pour baisser l'impact des déplacements, le club teste un système de covoiturage et encourage la mobilité douce. Quant aux joueurs, ils prennent l'avion le moins souvent possible. On essaye, dès qu'on le peut, de favoriser le train, qui est à la fois le plus vert et puis aussi le plus confortable pour les joueurs. Donc quand on va 2 fois à Paris dans l'année, évidemment, on le fait en train. Quand on va à Toulon, on essaye de le faire en train, sinon en bus. Et puis il y a parfois, en Coupe d'Europe notamment, ou quand on va jouer à Pau, à Bayonne ou à La Rochelle, là on est obligé d'avoir un avion. Avant d'embarquer vers les tribunes, les supporters font le plein. Fraîche ma bière, fraîche. Les gobelets sont consignés. La caution, remboursée quand on ramène son verre, est de 1 €. On la récupère à la fin du match, pour éviter tous ces gobelets, pollution sur le parvis autour du stade. Voilà, et c'est réutilisable aussi, donc c'est le plus important. Même chose avec les drapeaux en libre service. Avant, on les ramenait et on finissait toujours par les jeter au final. Donc du coup, là, on les remet là et on les récupère. C'est un bon geste. Reste à marquer l'essai. Allez loulou! Ça, c'est pour le sport. Mais côté écologie, la transformation est plus difficile. Les changements se font à la marge dans ce stade quasi centenaire. Le terrain, régulièrement loué, a désormais une pelouse synthétique pour des raisons commerciales et environnementales. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est de faire des économies et d'avoir un impact carbone moins élevé que ce que l'on pouvait avoir avec un terrain naturel. Moins de phytosanitaires, moins de produits qui pourraient impacter la couche terrestre, les nappes phréatiques, etc. Et surtout moins d'eau, bien sûr. À l'entraînement, les joueurs ont dû s'habituer à évoluer sur cette nouvelle surface et sur des pelouses naturelles, des efforts fournis au nom de l'exemplarité. On est influenceur bientôt en étant joueur de haut niveau, donc voilà, ça part de nous avant de demander aux autres de le faire. Si tout le monde ramasse son petit bout de papier, je pense qu'on peut avoir une France belle. Cerise sur le crampon, les maillots sont en fibres recyclées, mais les vrais investissements seront plus douloureux, 1 million d'euros par exemple, pour remplacer les projecteurs par des LED. Les déplacements, c'est 80% des émissions de CO2 du sport. Comment les réduire ? Il y a des travaux, notamment du Shift Project sur décarbonant la culture, que je trouve intéressante, qui montrent que sur un festival de 300 000 personnes, si on divise la jauge par 10, on divise le bilan carbone par 20 à 30. Parce que moins on a de public, moins on a de devoir aller chercher du public très loin. Et du coup, le Loup Rugby, finalement, est plutôt dans ce paramètre-là. Baisser la jauge est donc une solution. Quelles sont les autres options ? Ça peut être réduction de la fréquence à laquelle on vient, ça peut être organiser des pôles pour vivre l'événement à distance et plus avoir besoin de se déplacer. Par exemple, tous les événements itinérants, que ce soit en voile ou en vélo, organiser les compétitions en circuit pour que le point d'arrivée soit le point de départ, ça évite tout un tas de transferts pour réduire le nombre de kilomètres à générer. Concernant les déchets, les athlètes ont-ils un rôle clé à jouer ? Là où c'est ultra important à les intégrer et à ce qu'ils aient ce rôle modèle, c'est qu'au-delà de leur impact direct, un sportif qui boit une bouteille en plastique, il consomme une bouteille en plastique. Mais au-delà de cette bouteille en plastique, c'est X bouteilles de plastique consommées par effet d'imitation
que ça génère. Et c'est bien pour ça qu'il y a autant de sponsoring, c'est parce que le sport influence nos comportements de consommation. Et ensuite, on peut effectivement ajouter plein de choses positives, ce qu'on pourrait appeler le placement de gestes éco-responsables. La gourde devient juste un élément normal dans le spectacle télévisuel. Ça a un effet très important. Alors, comment rendre le sport moins polluant partout sur la planète ? Sport for Future parie sur les athlètes. Depuis 2022, cet événement embarque chaque année sur les glaciers alpins des sportifs de haut niveau. Objectif, les transformer en ambassadeurs de l'urgence climatique. L'idée a germé dans la tête de 2 champions, Armel Courtois et Martin Thomas, au programme stage théorique sur le dérèglement climatique et observation concrète des dégâts. Si rien ne change, 90% de la glace aura fondu à la fin du siècle, une menace existentielle pour la planète. Merci la compagnie. D'autres plans B vous attendent sur le site internet de France 24. Rendez-vous aussi sur Facebook, X et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Tchuss!